Bonjour à tous, bienvenue dans Transformation Heroes. Imaginez une simple feuille A4, entre des mains attentives, elle devient un avion, une ligne, une fleur. Chez Origami Marketplace, leur logiciel suit la même logique. Une base souple qui se plie à chaque usage, portée par l'écoute du moment, la vision du client et les contours d'un modèle encore à inventer. Le décor, lui, il est limpide. Le e-commerce, ça s'ouvre au marketplace, mais dès qu'il s'agit d'accueillir plusieurs vendeurs, de bâtir une communauté engagée ou d'explorer des modèles circulaires, les solutions classiques montrent leurs limites, trop rigides ou trop génériques. C'est dans cet écart entre standardisation et ambition sur mesure qu'Origami a trouvé sa force. Aujourd'hui, j'accueille Julien Bruit, cofondateur, qui nous raconte comment l'équipe écoute et ajuste chaque pli du produit à la voix du terrain, comment leurs clients transforment leurs idées en plateformes vivantes, et à quoi ressemblera demain la marketplace si l'on continue à plier la feuille avec la communauté, la data et peut-être une touche de nouvelles technologies comme l'IA. Et de se dire, ok, le modèle marketplace, c'est simplement digitaliser les relations entre les humains, entre les acteurs. Le e-commerce actuellement bouge énormément et très vite. On m'a toujours dit, un enfant né en 9 mois, si tu mets 9 âmes, il va pas mettre un mot. Le projet digital ne réussit que par l'humain. En fait, t'augmentes l'humain, tu remplaces pas l'humain. Bonjour Julien. Bonjour. Tu vas bien ? Bien toi. Ouais, super, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Plaisir. On va parler un petit peu d'Origami Marketplace. Comment t'es venue l'idée, d'abord, pour introduire déjà le sujet dont on parle aujourd'hui, et aussi découvrir comment vous traitez avec votre client. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Si aujourd'hui, tu devrais décrire Origami à quelqu'un qui n'y connaît rien en marketplace, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Julien, j'ai 37 ans, à peu près, bientôt. 3 enfants, heureux papa de 3 enfants. Et oui, j'ai confondé Origami il y a maintenant 10 ans. La boîte a 10 ans. Donc, on avait déjà commencé avec une plateforme de marketplace. On ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'on avait créé une première plateforme de marketplace où on était vraiment nous opérateurs de la plateforme. On avait développé le logiciel. Et ensuite, on a fait un produit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au moment où est-ce qu'on a commencé à se dire « Ok, il faut professionnaliser », on a commencé à être contacté par des éditeurs. On a commencé aussi à voir dans l'incubateur à Euratechnologie, puisqu'on est né à Euratechnologie, on a commencé à avoir des projets qui avaient besoin d'une plateforme très simple pour lancer des plateformes de mise en relation. À l'époque, tout le monde voulait faire son Airbnb, tout le monde voulait faire son Booking. Et on avait déjà une solution qui démarrait, qui pouvait offrir la possibilité pour les gens d'entreprendre. Donc on s'est dit, OK, on va aller packager l'offre. Moi, actuellement, j'ai 2 associés également, puisque je ne suis pas seul à avoir créé Origami. J'ai 2 associés, Vincent et Alexandre, avec qui j'ai entrepris maintenant depuis 10 ans. Et on parlera de comment maintenant on fait évoluer la solution là dans les prochaines années. Ok, super. Mais déjà, 10 ans d'expérience dans la marketplace, j'imagine que tu as dû voir beaucoup de choses aussi avec tes associés. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui d'Origami ? Je sais pas, sur les marketplaces, est-ce que vous êtes un vieil acteur du marché ? Comment ça se dessine ? Non, on n'est pas un vieil acteur, on est un acteur. Il y a des acteurs qui sont plus vieux que nous, qui ont été first movers avec des early adopters. Ouais. Si on reprend un peu l'historique de la marketplace, il y a 15-20 ans, tu as Amazon qui avait créé sa plateforme. Ça a commencé en France avec les Cdiscount, Le Bon Coin. C'est marrant, c'est que Le Bon Coin, c'est un peu des anciens, mais ils ont mis le paiement il y a juste, je pense, 1 ou 2 ans maintenant. Donc nous, on n'est pas un vieil acteur, et on va se différencier principalement, tu en as parlé dans l'introduction, sur nous, notre vision, notre ADN, ce qu'on a envie de développer, c'est de se dire que le modèle marketplace, c'est pas juste de se dire on arrive sur Amazon, on arrive sur Cdiscount. C'est de se dire ok, le modèle marketplace, c'est simplement digitaliser les relations entre les humains, entre les acteurs. Donc on va s'appuyer nous sur la techno marketplace pour faciliter la vie de nos clients, pour leur permettre d'aller conquérir un nouveau marché, ou alors simplement digitaliser leur process pour gagner de l'argent in fine. Donc nous on a vraiment cette vision-là. Donc tu vas avoir un peu une segmentation où tu vas avoir des acteurs qui vont plus se focus sur une verticale donnée, par exemple sur le retail, offrir la possibilité d'étendre son catalogue hyper rapidement avec des vendeurs. Nous, on est en capacité d'offrir la même chose, mais on est aussi en capacité d'aller offrir des nouveaux services aux clients. On a lancé des plateformes d'économie circulaire. On a même lancé en interne de clients qui sont déjà clients chez nous des initiatives d'économie circulaire. Donc nous, en fait, l'idée, c'est simple. Tu en as parlé, c'est Origami, c'est de se dire, OK, on se lance sur un premier besoin du client, et on va aller petit à petit leur proposer de nouvelles choses. Donc tu traites
enfin, du coup, énormément avec ton client pour comprendre aussi comment il marche et où il veut aller. J'imagine que tu dois avoir une relation quand même assez proche de lui pour savoir aussi, peut-être avant lui, bah, il a peut-être besoin de ça, il doit peut-être se diriger vers un système peut-être plus circulaire, comme tu disais. C'est quoi enfin, le processus, le parcours client c'est quoi le client type que vous avez et où est-ce que vous l'amenez aujourd'hui? Alors en client type, on va pas parler en termes de vertical, en termes de Ouais, type d'entreprise, on va plutôt parler de mindset. Donc on va avoir ok. plutôt des clients qui ont envie soit de faire bouger les choses en interne dans les entreprises, qui ont envie peut-être d'aller chercher un nouveau segment de marché, Mm. qui ont envie aussi de faciliter la vie de de leur collab, ou alors de digitaliser complètement quelque chose qui est fait par Excel. Donc ça se voit encore beaucoup, beaucoup dans les entreprises, étonnamment. Donc on va plutôt avoir des personnes qui sont un peu... qui bougent beaucoup, qui ont Ok. avoir beaucoup, beaucoup d'idées. Alors ça, c'est très bien pour toujours faire mûrir la solution, mais c'est aussi un challenge pour les équipes, pour se dire, OK, bon, bah, en fait, là, on a un besoin qui a été identifié. Quand tu es éditeur d'une solution, l'idée de la solution, c'est de pouvoir démultiplier les usages de ce que tu mets en place, et donc éviter de faire toujours des petits développements pour les clients. Mais en fait, si tu veux parler de la Customer Journey, Ouais. en fait, elle commence déjà au moment de l'avant-vente. Ok. Au niveau de l'avant-vente, avec ton prospect, tu t'étudies son besoin. Et en fait, c'est ça qui va aussi mûrir déjà la première relation avec le client. Après, il va être en rentrée chez nous en phase d'onboarding. Donc l'onboarding, très connu dans les SaaS, donc t'onboardes ton client, tu l'apprends à utiliser la solution. Mais nous, en fait, l'onboarding, il est aussi là pour valider, OK, en fait, ça, c'est ton dream. Donc tu vas devoir faire ça pour y arriver. Nous, on est en capacité de t'offrir ça. Et aussi de comprendre, en fait, ton dream, maintenant que tu es dans le projet, bah, peut-être que nous, on a aussi d'autres solutions à t'apporter pour aller plus loin, ou alors pour te dire, bah voilà, ton business model initial, peut-être que tu vas y arriver à plusieurs années, mais par contre, tu as quelque chose un peu plus rapide à mettre en place qui va te faire gagner de l'argent plus rapidement. Et donc ça, c'est aussi ce qu'on essaie de créer. Donc en fait, la Customer Journey, tu as un onboarding chez nous, donc avec une personne qui va mettre en place le projet avec le client, qui va configurer avec le client, mais qui va être aussi là pour comprendre les besoins du client. Et après, tu as une phase de run. Donc la phase de run, c'est vraiment des rendez-vous avec les clients pour échanger sur leurs besoins à court terme, à long terme, leur vision, proposer des choses que nous, on a mis en place pour leur permettre d'aller plus loin. Donc en fait, on accompagne nos clients vraiment du début du projet, de l'idéation, enfin, en phase d'avant-vente, Ouais. jusqu'à son run, et jusqu'à ce que la mort nous sépare, on va dire. Ça, on l'espère, mais on l'espère pas. Mais du coup, Excel, par exemple, c'est un des signaux que vous traquez chez, par exemple, une entreprise qui doit se renouveler. Excel, ça peut être un des signaux que vous suivez et qui dit ah, ici, là, il y a peut-être besoin d'une construction qu'on peut leur apporter. C'est quoi les autres signaux que vous suivez et qui vous indiquent que y a un client qui a besoin de vous? Là, tu parles vraiment sur la phase amont, Sur la donc première phase. voilà, la phase de prospection, la phase de vente. En fait, les signaux vont être multiples. Savoir qu'une entreprise en interne utilise Excel, c'est très compliqué. Ouais. Ou alors, il faut vraiment faire du cold calling de façon un peu démultipliée et c'est pas forcément super simple. Non, en fait, tu vas avoir plusieurs signaux. Tu vas avoir les premiers signaux qui vont être effectivement toutes ces entreprises qui cherchent à se digitaliser. Donc, tu as quand même une veille assez forte à faire sur le marché. Donc, ça, on a des personnes qui vont faire des veilles sur les marchés, qui ont défini une verticale. OK, mais c'est quoi les dernières news de cette entreprise? Est-ce que ça parle de ça? Ensuite, sur les signaux, on va également avoir beaucoup de signaux qui vont être sur le site. Ouais, Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, sur le site, l'un des signaux, ça va être aussi de comprendre comment le marché évolue à l'instant T. Donc, comment tu fais ça? Si on va aller un peu plus deep dans l'acquisition, mais si tu regardes sur les recherches naturelles, c'est compliqué maintenant de traquer ce qui est recherché parce que Google t'empêche, il encrypte en fait les recherches. Par contre, en fait, tu vas te baser sur des Google Ads pour savoir, ok, bon, en fait, c'est tel mot-clé qui est en train d'être recherché par ton client. Et donc, dans ce cas-là, tu te dis, ok, il y a un premier signal qui est ça. Le client, quand il va rentrer dans ton pipe, ok, il a besoin de ça. Donc ça, c'est aussi ça. Après, tu as la veille concurrentielle, mais ce n'est pas forcément ce qui va te permettre de comprendre ton marché. Tu as les salons, les événements qui vont permettre aussi de prendre le pouls du marché. Tu as aussi une notion de partenariat.
Ça, c'est aussi hyper important parce que quand tu es fournisseur de marketplace, tu vas bosser avec une galaxie de partenaires. Si je te prends l'exemple du paiement, en fait, le paiement est très spécifique dans la marketplace. On bosse avec des prestataires de paiement et eux aussi sont au courant de ce qui est en train de changer chez les clients. Ok. Donc, tu as vraiment cet effet un peu globalisant. Et tu vas aussi avoir voilà, des cercles d'influence, tu vas échanger beaucoup avec les entrepreneurs pour comprendre comment le marché est en train de bouger, comment il est en train de maturer, quelles sont aussi les verticales qui sont en train de changer, parce que le e-commerce actuellement bouge énormément et très vite, et un peu dans une phase maintenant de test and learn hyper rapide, mais vraiment ils sont en train de tester beaucoup de choses, parce que c'est compliqué maintenant d'avoir on va dire une économie qui soit vraiment durable quand tu es une entreprise, c'est-à-dire que tu es toujours obligé de proposer des choses en plus. Et donc ça, ces signaux-là, c'est hyper compliqué de les suivre, mais en fait, tu es obligé de les suivre quand tu es fournisseur de solutions. Tu utilises vraiment différents signaux, comme tu as dit. Donc effectivement, savoir si c'est utilisé sur Excel, c'est compliqué. Mais tu le sais parce qu'en fait, quand tu commences à avoir quelqu'un d'une entreprise qui vient te contacter, Ouais. tu fais tes Souvent, premiers rendez-vous. Il te le dit. Voilà, et souvent, au bout d'un moment, alors, au début, c'est ok, mais en fait, j'aimerais bien faire ça. Oui, t'aimerais bien faire ça, mais pourquoi? Ok. En fait, la question, c'est Ouais, pourquoi. ça c'est vous qui venez ensuite après creuser avec C'est ça. eux Si- ce besoin. C'est ça. Si tu arrives juste en mode fournisseur de solutions, ok, bon, en fait, ton cahier des charges, c'est ça. Ouais. Et derrière, je te fournis ça. T'as pas capté le signal principal. C'est pourquoi ils veulent faire ça. Ok. C'est quoi le besoin? Est-ce que c'est parce que les équipes se sentent pas assez productives, ou alors c'est parce que l'économie de la boîte est un peu en train de tanguer? Tu as envie de savoir pourquoi, parce qu'en fait ta solution en face, c'est peut-être même pas le cahier des charges qui t'a été envoyé. Ouais. Tu as peut-être mieux on the shelf. Ok. Ça c'est vraiment du coup la captation du besoin client. Tu l'as par plein de canaux différents. Et ensuite, une fois que tu as capté ce besoin, comment tu assures une bonne expérience client? Comment tu leur fournis le bon produit? Comment tu t'assures que ce produit c'est le bon et qu'il va les suivre pendant assez longtemps pour qu'ils se disent ok, Origami, vraiment les bons acteurs avec qui on a envie de continuer, j'imagine avec les évolutions aussi que vous faites, vous, avec les évolutions de vos clients, comment tu assures cette longévité? En fait, nous, justement, par rapport à ça, c'est qu'on essaie aussi de pousser le client à s'auto-cadrer. Tu vois, c'est peut-être un gros mot, mais en fait, l'idée, c'est, par exemple, nous, on fournit à destination de nos prospects un document qu'ils ont à remplir en disant, bon, voilà, en fait, nous, on est en capacité, nous, on aimerait avoir ça, on aimerait lancer ce genre d'activité, on a besoin de telle ou telle fonctionnalité. Et nous, derrière, de base, on est déjà on peut, en fait, venir dire, ok, bon, pour faire ça, tu vas utiliser telle brique, tu vas utiliser telle brique. Très ingénieur quand même dans l'approche, on n'est pas juste au doigt mouillé, c'est vraiment se dire ok, l'idée c'est de demander au client est-ce que tu peux me remplir déjà un peu ton backlog, ton besoin en fait, exprimer qu'est-ce que tu veux, et nous, quelles sont les solutions, et ensuite quels sont les écarts, parce que in fine, tu as beau avoir le produit le plus personnalisable au monde, tu as toujours à un moment un client qui a besoin d'un truc hyper spécifique à l'instant T, donc soit tu lui dis ok, bon ça on peut le faire, ou alors soit ça, est-ce que tu es vraiment sûr que ça soit game changer à l'instant T, est-ce que là il n'y a pas un contournement? Mais tout ça c'est en phase d'avant-vente en fait. Ah oui, ça reste en avant-vente. Ouais, ça reste en avant-vente. Et de ce que je comprends, c'est la marketplace, tu peux rajouter différentes briques. Ouais. Qui vont en gros résoudre un besoin spécifique. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, si tu regardes un peu une marketplace, c'est simple, entre guillemets, tu as plusieurs acheteurs, plusieurs vendeurs, tu vas avoir un catalogue avec des vendeurs qui ont plusieurs offres. Tout ça, c'est des briques un peu différentes. Et après, derrière, sur un produit, tu peux avoir des produits hyper simples, tu peux avoir des devis, tu peux avoir même la personnalisation hyper avancée. Et donc ça, en fait, c'est des modules qui vont être rajoutés. Parce que l'idée, c'est effectivement la complexité, et ça, c'est ce qu'on c'est notre fer de lance au quotidien. C'est que la complexité de venir faire d'un produit qui est quand même ultra configurable, un produit simple d'utilisation pour tes clients, tu es obligé d'être assez bon sur les possibilités de personnalisation sans faire un produit qui soit complexe. Donc ça, c'est pour ça qu'on va travailler autour de modules, autour de customisation. C'est pour ça qu'on a aussi des onboarding managers, parce qu'en fait, l'idée d'un client, c'est que nous, notre offre principale, vraiment l'ADN, pourquoi on a créé, c'est surtout pour permettre aux entreprises de se concentrer sur le business et pas sur la technique. Donc si derrière, en fait, tu arrives
la personne qui utilise ton logiciel, elle prend 6 heures dans la journée à utiliser ton logiciel, en fait, tu n'as pas répondu à ta promesse. Ok, tu as une super plateforme, ça tourne, mais derrière, tu as quand même beaucoup de... Voilà, beaucoup d'utilisation au côté du client et c'est pas forcément la même chose. Après, effectivement, si la personne fait plusieurs millions de GMV et qu'il y a une personne qui s'en occupe pendant toute la journée, c'est OK en fait. En termes en termes de renta, Mais le but, OK. c'est de leur faire quand même gagner du temps, simplicité, aussi potentiellement avoir, j'imagine, tout centralisé au même endroit sur leur marketplace. L'idée, c'est vraiment de se dire que la personne qui utilise la plateforme l'utilise pour aller faire du business et pas pour aller faire une configuration hyper compliquée parce que en fait, son taux de taxe, il est différent pour un seul vendeur. Il faut que ça soit simple, il faut que ça vienne. En fait, tout ce qui va être configuration un peu qui vont pas amener du business supplémentaire ou est-ce que tu as juste à faire du clic-bouton, il faut que ça soit hyper simple à amener au niveau du client. Et comment tu t'assures que le client, tu vois, qui traite avec Origami, il utilise correctement les outils que vous lui fournissez? Est-ce que l'onboarding manager ou le project manager, il suit ses indicateurs? Enfin, j'imagine, il traite avec lui, donc il lui parle aussi beaucoup. Il a déjà un sentiment de comment est-ce que c'est utilisé. Comment tu t'assures que c'est utilisé correctement? Tu peux le faire que par l'humain, et ça c'est une conviction. C'est-à-dire Okay. que j'ai une conviction assez forte. Tu peux mettre tous les softs de suivi qui existent. Tu seras jamais à 100% sûr que ce que tu traques comme data, c'est vraiment parce que l'utilisateur utilise ton logiciel d'une façon un peu spécifique. Et puis après, on est de plus en plus, c'est plus en plus compliqué d'avoir de la donnée personnelle. RGPD, c'est compliqué. Donc en fait, tous tes signaux sont de plus en plus anonymisés. Donc tu es obligé aussi d'avoir les retours des clients. Ok, est-ce que ça se passe bien sur par exemple, quand tu veux onboarder 100 000 produits, est-ce que ça se passe bien sur le traitement des commandes? Et ça, c'est plutôt un boulot qui va être fait, on va dire, sur la période de run. Ok. La période de run, c'est vraiment la période à partir du moment où c'est lancé, tu as lancé le... Parce qu'en fait, ce qui va se passer, et c'est dans tout projet informatique, c'est un peu la même chose, c'est que pour le client, tu rentres dans une phase où il va apprendre souvent un nouveau métier, il va apprendre, sauf dans les cas de replatforming, mais on va dire que souvent ils apprennent un nouveau métier, ils apprennent un nouveau back-office. L'idée, c'est que de base, ça soit hyper simple. Tu as quand même un bon temps de formation. En fait, sur l'onboarding, c'est plutôt de la formation, de la personnalisation avec le client. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc déjà, tu as un bon sentiment de ce qu'il a besoin. Et là, tu auras tes vrais signaux faibles, parce que pour la formation, si et ça, c'est assez... je pense que c'est dans notre marché, mais dans tous les marchés. Il faut savoir que quand quelqu'un sort des études et se lance dans un marché, souvent, il va faire plein de boîtes autour de ce marché-là. Donc, forcément, quand on a un client qui arrive et qui doit gérer la marketplace, ils prennent souvent quelqu'un qui a géré une autre marketplace. Okay. Donc la personne va te dire, bon, en fait, ça, il est peut-être un peu long, votre process pour faire telle action, par exemple, pour importer ces produits-là, etc. Moi, je suis habitué à faire comme ça. Là, tu dis, ok, il y a peut-être quelque chose à améliorer. Ou alors, à l'inverse, ah ouais, mais en fait, la façon dont tu le fais, il y a déjà le shortcut et tu l'as pas vu. Et donc dans ce cas-là, tu reviens un peu au monde de l'UX et tu te dis, bon, en fait, il y a peut-être un problème UX, problème de feature, c'est possible. Donc les retours que tu as de tes clients, par exemple, sur des projets, ça peut avoir un impact, ça peut faire changer aussi le produit au global qu'utilisent l'ensemble de vos clients? Est-ce que ça arrive que tu as des améliorations ou des nouveaux modules qui sortent et en fait, c'est une recommandation d'un client spécifique qui a demandé cette amélioration? Moi, plutôt la question, je la reformulerai en quel produit ne fait pas ça? Parce qu'en fait, si tu regardes à la base, ton produit, c'est pour qu'il soit utilisé. Ouais. C'est pour qu'il soit utilisé à grande échelle. C'est un peu la vision, il faut que ce soit utilisé à grande échelle par le plus grand nombre de personnes. Et l'insight de ton client, c'est quand même la mine d'or pour l'évolution de ton produit. Alors, tu peux pas tout prendre, c'est impossible de tout prendre parce que chaque client va avoir des besoins. Donc derrière, là, on n'est plus dans le CX ni dans l'UX, mais on va être plus côté produit. L'idée, c'est que nous, on va avoir un recueil des besoins de tous nos clients. Après, l'idée, c'est de faire matcher les choses. C'est de faire améliorer ton produit, de se dire, ok, mais en fait, là, j'ai 5 besoins des clients qui sont exprimés de façon différente. Est-ce qu'on n'a pas une solution qui va y répondre?
Donc oui, effectivement, c'est un peu le premier insight on va dire d'amélioration du produit. En fait, c'est un peu la théorie des cercles. Hein. C'est que, pareil, dans l'entrepreneuriat, tes premiers clients, c'est friends and family, etc. Tu montes. En fait, la théorie des cercles dans l'entrepreneuriat, tu l'as partout. Et en fait, nous, les cercles d'input pour la modification du produit, ça va commencer par les clients. La première des choses, ça va être les clients. Donc, que ce soit sur une remontée de bugs, par exemple. Une remontée de bugs, des fois, c'est technique. Et des fois, c'est peut-être un bug d'utilisation, une mauvaise configuration. Donc, en fait, tu peux encore améliorer ton produit derrière ça. Et ensuite, si tu remontes à ton besoin client, tu vas aussi avoir les besoins prospects. Donc, en fait, tu remontes. Et derrière, tu vas avoir les besoins marché. Donc, ça veut dire tous les signaux faibles que tu entends en externe. Tu vois quelqu'un qui te parle de la solution et qui te dit, en fait... moi, j'ai entendu qu'un tel ou un tel fait ce genre de choses, ou tiens, tu le vois, on va peut-être en parler après, mais avec l'IA. L'IA, c'est un besoin marché. Ouais. Les clients ne le demandent pas. Hein. Mais par contre, c'est un signal faible où les clients vont s'attendre à ce que tu le fasses. Oui, aujourd'hui, là, maintenant. Et c'est encore plus insidieux parce qu'en fait, tu dois vraiment rentrer dans un truc où le client t'expose pas son besoin, mais pour lui, ça existe déjà. Aujourd'hui, ça paraît bizarre d'avoir des solutions qui n'ont pas une touche d'IA. Et pourtant, ça fait pas longtemps que ça existe, et du coup, le marché, il s'est très très vite adapté à ça. Mais ouais, enfin, c'est un sujet. On va en parler après parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu travailles avec Byte, qui est devenu Bicycle encore? Ouais. Alors je bosse plus avec puisque Bicycle a racheté Byte. Ah, ok. Ils ont racheté Byte. J'ai bossé avec Byte, ça a été une aventure hyper canon. Okay. Clairement, pour le coup, on est sur une aventure vraiment entrepreneuriale. C'était intrapreneurial à l'époque d'ailleurs, de lancer au sein d'une entreprise qui existait déjà, qui avait un e-commerce autour du vélo, de lancer une plateforme d'économie circulaire, donc de vente de vélos entre particuliers. Ouais, donc là, en fait, tu parlais tout à l'heure des besoins, d'adapter la solution. La vente entre particuliers, tout le monde connaît maintenant Le Bon Coin, Vinted qui a fait ses lockers, etc. Très bien, ça marche super bien. Sauf qu'à partir du moment où tu commences à vendre des vélos électriques, Mondial Relais ne les prend pas, Colissimo ne les prend pas, tout ça, c'est très compliqué. Tu peux pas les mettre dans des casiers. Non, ça ne rentre pas. Ou plier, mais difficilement. Et du coup, en fait, tu dois quand même trouver des solutions par rapport aux clients. Donc là, on a dû aussi faire des pas de côté en trouvant comment on fait aussi pour avoir des transporteurs qui peuvent prendre du rendez-vous chez le vendeur. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il faut vraiment avoir un transporteur qui prenne le vélo d'un point A à un point B avec des rendez-vous de chaque côté. Parce que là, de toute façon, tu vas pas avoir un livreur qui va déposer le vélo devant chez toi. Enfin, sinon, c'est niveau sécurité. Ça va pas être très bon. Donc, non, très, très belle. Ça a été une très belle aventure. Je dis ça a été, puisqu'en fait, ils ont été rachetés par Bicycle, qui était l'un des leaders, je pense, qui sont allemands. Enfin, voilà. Ils ont racheté justement Byte pour intégrer le marché français. Et nous, ça a permis vraiment d'avoir l'histoire et de montrer qu'on a permis à une entreprise de perdurer à un usage qui existait en France, mais vraiment de le démultiplier. Et Bicycle, c'est une entreprise qui avait déjà sa solution on the shelf, qui était déjà déployée sur plusieurs pays. Si on avait pu le garder, ça aurait été sympa. Mais non, l'histoire est très belle. Et en fait, ça a permis aussi d'améliorer le produit, parce que effectivement, quand tu arrives sur des échanges à grande échelle, notamment sur des vélos, le Bon Coin en est témoin, tu dois faire beaucoup de modération sur les échanges entre les personnes, etc. Limite, tu deviens le WhatsApp d'économie circulaire, alors qu'à la base, t'es une plateforme de marketplace. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais. J'ai trouvé cet exemple, mais après, c'est parce que je l'ai trouvé aussi assez simplement. Et hyper intéressant parce que ça parle d'économie circulaire et c'est quelque chose qui est assez en vogue, notamment en France mais aussi en Europe. Et deux, parce que c'est vraiment une communauté de passionnés qui n'existerait pas sans, par exemple, une solution comme Origami, et parce que vous êtes passionné par ce que vous faites
aussi. Et j'ai trouvé cette comparaison d'écoute qui était hyper intéressant. Est-ce que tu as d'autres exemples de clients que vous avez actuellement où ça se dessine un petit peu comme ça aussi? Où il y a de la fédération d'une communauté qui se crée? Mm-hmm. Forcément oui. On a d'autres clients qui sont dans l'économie circulaire. Ouais. On va dire que l'une de nos premières, si ce n'est la première cliente qu'on ait eue, et qui est toujours avec nous, donc ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Enfin, avec le projet. C'était très bizarre cette phrase. En fait, nous, quand on a lancé Origami, je te refais un peu l'histoire aussi, c'est important. C'est que je t'ai parlé justement qu'on était dans l'univers d'aider les entreprises à lancer leur plateforme. Mais surtout, on était aussi dans l'idée, on avait déjà notre plateforme, je t'en ai parlé, aussi de lancer justement l'occasion, etc. sur la plateforme qu'on avait. Okay. C'était une plateforme de cadeaux originaux à l'époque. Tu rechercheras, je vais elle existe son nom. Non, elle existe plus. Mais il y a encore des traces. Hein. Elle existe encore dans notre cœur. J'avais fait mes recherches. Et du coup, nous, on voulait déjà lancer l'occasion. Donc en fait, quand on a lancé la plateforme, on s'était déjà mis sur ce marché de la vente d'occasion, de créer des plateformes d'occasion. Et effectivement, à l'époque, donc Camille, qui est la fondatrice de Preppy Sport, qui est une plateforme spécialisée dans l'équitation, avait besoin en fait de scaler, un peu de mettre de côté tous les problèmes techniques parce que c'était un développement homemade et qui commençait un peu à montrer ses limites. Et du coup, voilà, par exemple, Camille a fédéré et fédère toujours une communauté autour de l'équitation. Donc vente hormis effectivement tout ce qui est vivant, mais tout ce qui est autour du cheval, les selles, etc. Donc ça c'est pareil, hein, tu as quand même des challenges aussi en termes de logistique. Tu vas avoir aussi des challenges en termes on va dire de garantie entre guillemets. Okay. Dans l'occasion, tu n'as pas de garantie sur la qualité. Ouais, tu n'as pas de garantie, mais tu as quand même un effet communautaire hyper important. C'est-à-dire que en fait, si tu fais une plateforme et que derrière la personne achète une selle, la selle ne lui convient pas parce que tu as quand même une notion de morphologie, tu réponds pas vraiment on va dire à la valeur que représente cette communauté d'experts, etc. Et oui, elle a créé une communauté qui permet de vendre entre particuliers. Aussi dans l'économie circulaire, un projet qui est aussi hyper intéressant, qui est dans l'optique. Okay. Donc là, on est vraiment sur la revente de montures. Donc, on va pas être dans une communauté parce que là, t'as pas, je pense, de personnes qui sont passionnées de lunettes. Mais par contre, tu es sur un service. Un service rendu aux personnes. C'est-à-dire que t'es pas porteur de lunettes, je suis porteur de lunettes. Voilà, tes montures, quand tu ne les utilises plus, c'est quand même dommage de les jeter, alors tu peux les reconditionner, mais c'est bien aussi, par exemple, de pouvoir te dire, ok, moi, je vais la revendre sur un prix, et ensuite elle va être revalorisée par un opticien et revendue. Et revendue ensuite. C'est ça. Okay. Et tout ça, en fait, c'est aussi des schémas un peu de consommation qui sont assez différents de l'économie circulaire de base. C'est-à-dire que vraiment le schéma, c'est une personne expédie sa monture, ça arrive en atelier et ça va être envoyé à la personne. Donc oui, l'effet communautaire est important. Donc j'ai parlé de l'équitation, j'ai parlé de l'optique. On a aussi des clients dans la musique. Aussi. On va avoir aussi des clients qui vont être dans les énergies renouvelables. Ouais. Et de seconde main. Donc là, c'est aussi un marché qui est en train de se déboucler. C'est très divers. Oui, c'est très divers. Quand tu traites avec des lunettes, des chevaux et de l'énergie, j'imagine que tes besoins et tes attentes au niveau produit, elles sont quand même bien différentes. Alors, elles sont différentes, mais elles se croisent. C'est-à-dire in fine, si tu regardes, l'idée, c'est juste de contenter un échange entre un acheteur et un fournisseur. Ouais. Tout ce qu'il y a autour, ça reste du business. Les écarts que tu vas avoir, ça va souvent être au niveau de la logistique, au niveau de la garantie, au niveau de la fiabilité du produit. Et donc tout ça, en fait, tu vas vraiment créer toutes les conditions pour que les échanges soient bons. Donc effectivement, nous, on va avoir, par exemple, si on a plus côté feature, on va avoir des messageries un peu tripartites entre les personnes qui échangent entre elles, et au cas où, si vraiment il y a un souci avec l'opérateur, avec de la modération, pour que les échanges se fassent très bien. Okay. C'est ça les challenges. Ouais. Les challenges, in fine, vont être beaucoup de communication. C'est de la communication. C'est comment tu facilites la communication entre différents acteurs
pour que la prestation, le produit, réponde à son exigence. Ok. Oui, c'est pour ça que en fait, faire que de la verticale, c'est compliqué parce que on va dire que si on utilise une loi de Pareto, 80% des features sont les mêmes, tu as peut-être 20% un peu de différence. Et en fait, tes 20%, si tu vas revoir dedans, tu as vraiment 80% qui sont les mêmes, mais juste avec des noms différents, et 20% de différence. Donc à la fin, tu fais 20% fois 20%, tu as peut-être 4% de dérivation réelle sur un projet. Ok. Ça a assez limite, j'imagine, de mettre 3 personnes en relation d'un coup. C'est-à-dire Est-ce que tu as des solutions ou est-ce que c'est juste, tu parlais de WhatsApp tout à l'heure, tu disais WhatsApp Marketplace. Ouais. Est-ce que tu as des petits outils qui te permettent par exemple d'interagir autrement avec les clients? Est-ce que vous êtes fédérateur par exemple de la bonne relation client-fournisseur ou pas du tout? Non, nous Non. on est vraiment un logiciel outil. Ouais, Enfin, ok. on est vraiment l'outil. On va proposer, on va donner notre expertise au client, tu vois. En fait, l'onboarding, c'est aussi pour dire, ok, bon, bah, en fait, les clients qui réussissent font ça, des choses comme ça. Mais nous, on va pas faire ce qu'on appelle le managed services. C'est-à-dire qu'on va pas faire pour le compte d'eux. On connaît des personnes qui font pour le compte d'eux, mais c'est pas notre vision parce qu'on peut pas être jugé parti. Ok. C'est-à-dire que si tu commences à faire pour le compte d'eux, forcément, à un moment X ou Y, si tu as un client qui est en managed services et un qui ne l'est pas, ta voix interne, elle sera plus forte sur le managed services parce qu'en fait, tu es jugé parti. C'est-à-dire que tu vas pas juste avoir de l'argent sur le run de la plateforme. Tu vas aussi avoir de l'argent parce que tu aides le client à faire du business. Tu fais le business pour le client. Et dans ce cas-là, bah, en fait, tu vas juste aller à celui qui paye le plus cher. Et nous, on veut pas faire ça. En fait, nous, c'est vraiment l'idée. On est vraiment une plateforme logicielle qui permet au client de lancer sa plateforme qui va répondre à des besoins de business, à des besoins d'entrepreneuriat ou à des besoins simplement de faciliter la vie des collaborateurs. Et on doit rester dans ce rôle. Parce que sinon, tu n'es plus dans un rôle de conseil. C'est plutôt vraiment un rôle et c'est très, très, très différent. Voilà, c'est ça. Et c'est pas notre vocation. Comment tu différencies, si tu as un client un jour qui arrive et qui a cette vision plus management ou qui attend beaucoup de vos services, entre un client qui est très engagé et un client qui est satisfait par exemple de l'utilisation de la marketplace comme elle est? Est-ce que tu as des besoins qui sont... Forcément. Ouais. Forcément, tu vas avoir... En fait, tu vas vraiment avoir une segmentation qui est très différente et qui est normale. C'est que tu vas avoir des profils très entrepreneuriales et qui vont s'attendre à ce que ça fasse de la magie. Et on leur propose des solutions pour répondre à cette magie. Et puis, tu vas voir les personnes où ça répond à un pain direct où tu peux leur montrer. Et ça, c'est hyper important. Et je vais en parler assez rapidement après. Sur les typologies de projets, quand tu es sur réponse à un pain et réponse à un dream. C'est des choses différentes. Et en fait, oui, effectivement, quand tu es sur une réponse à un dream, les personnes prennent ta plateforme pour potentiellement créer la nouvelle licorne. Forcément, les attentes vont être décuplées, et ce qui est normal, parce qu'en fait, c'est un nouveau projet, on attend beaucoup de choses, et tu as le côté MVP et tout, c'est très compliqué, donc tu es obligé de recadrer très très rapidement. Et tu deviens un peu aussi acteur de la réussite de ton client. Tu es toujours acteur de la réussite de ton client, mais là, tu deviens acteur d'un point de vue business. Ouais. Il faut que ça marche pour que ça marche. Exactement. Et le pain principal, c'est il me faut une plateforme. Sauf que c'est pas le vrai pain principal. Il faut que la plateforme fonctionne. Ouais. Et pour que la plateforme fonctionne, nous on va pas être, c'est pas nous qui allons faire l'acquisition, c'est pas nous qui allons, on peut aider parce qu'on a on a par exemple des modules qui permettent de connecter hyper facilement des vendeurs directement sur la plateforme. Voilà, on a pas mal de choses pour aider au business. On a même des partenaires qui vont aider à la créa, qui vont aider au marketing, qui vont aider à la com. Voilà. Okay. On a un tissu, mais nous, on va pas faire ce genre de choses. Et donc là, la réponse au Dream, c'est aussi d'accompagner les clients à bien structurer les personnes qui vont l'accompagner vers le Dream. Là où de l'autre côté, tu es vraiment dans la réponse à un pain. Tu vois, dans les clients qu'on a, on a des centrales d'achat. Le pain, c'est simplement qu'avant, c'était embêtant. Tu recevais un bon de commande, t'envoyais au fournisseur, j'ai besoin de ça, ça, ça.
et tu recevais le devis, il fallait le signer. Bon, là, tu fais tout en ligne et tant que ça marche, tu as répondu au pain principal. Et en plus, si toi, tu viens amener des choses supplémentaires en disant, bon, bah là, en fait, la personnalisation, c'est ce qu'on a fait pour un de nos clients, et j'en parle très rapidement, c'est que la personnalisation de Kakemono, de PLV, c'est très compliqué. Enfin, c'est un peu l'enfer. Donc imagine quand c'est déjà compliqué sur des sites e-commerce, imagine-le de le faire à échelle d'une marketplace, c'est-à-dire que chaque vendeur va avoir sa propre perso avec un logiciel qui va être relié à leur chaîne de prod. Et nous, on a réussi à mettre en place des choses pour permettre d'avoir des vendeurs qui viennent se connecter, nous, à la plateforme et d'arriver sur leur site de personnalisation pour revenir sur la marketplace. Ok. Parce que sinon, après, sur beaucoup de plateformes, je fais mon devis et ensuite, ça passe par email. Ok, envoie-moi ton BAT, etc. Non, le BAT est directement généré et ça part en prod si c'est ok, quoi. Ouais. Tu as toujours une étape de BAT, mais tu n'es pas sur un écart de 0 à 100 comme tu peux avoir sur certains BAT. Là, il y a peut-être une petite modification et puis tout a été digitalisé là-dessus. Et en fait, les réponses au pain, c'est quand même plus simple. Mais les réponses au pain, vu qu'on est sur un podcast quand même sur l'expérience client, en fait, la complexité d'une réponse à un pain, c'est que ça ne va pas te permettre d'aller encore plus loin. Dès que tu as répondu au pain, le client est content. Et si tu n'as pas les dreamers à côté qui te disent « mais en fait, moi, j'aimerais bien faire ça, ça et ça et ça », bah, tu peux être très vite un peu bloqué dans ta vision produit, même si tu as beaucoup d'idées qui viennent du marché, etc. Bah, quand tu as les dreamers qui arrivent, j'ai besoin de faire ça, ça et ça. Des besoins spécifiques, très spécifiques. Ouais, des besoins très spécifiques, ou alors des besoins où est-ce que tu reçois le besoin, tu fais... C'est marrant, mais voilà. Mais en fait, ce côté, ok, bon, ce besoin, je sais pas quoi en faire à l'instant T, t'échanges avec ton client, tu veux comprendre ce qu'il y a derrière, et en fait, derrière, tu te dis, ok, il y a quelque chose à venir creuser, et qu'ensuite, lorsque tu vas faire tes échanges avec tes clients, et que tu tournes un peu et que la personne te dit, oh, ça c'est une bonne idée, bah, là, ça peut rentrer dans un cycle produit. Et après, bah, faut pas croire, hein, c'est comme quand tu es entrepreneur, quand tu as une idée, dans le monde, il y a une autre personne qui a la même idée. Voilà. C'est très compliqué d'être le seul à avoir une idée à l'instant T. Voilà. Bah, c'est pareil, en fait, tu te rends compte que, et ça, c'est pas par expérience, tu le vois, c'est que si tu as une demande d'un client, c'est quasiment sûr que 2 mois après, tu vas avoir la même chez un client, ou alors en prospection. Ok. Et des fois, tu te dis, mais de où ça vient ? Est-ce qu'il y a des échanges secrets entre les gens qui se parlent entre eux. Oui, après, ça on le sait, que nos clients se parlent entre eux. Parce que des fois tu as des demandes et une semaine après, tu as la même demande. Bon. Ok. Mais j'imagine que tes demandes, elles s'accélèrent aussi avec le temps. Enfin, une fois qu'un client, par exemple, est satisfait, il a résolu son pain. Est-ce que s'il est assez engagé, tu vois, il arrive à mettre toutes les centrales d'achat au même endroit, il arrive à mettre tous ses fournisseurs pareils. Du coup, techniquement, il est plus engagé. Est-ce qu'il t'as des besoins supplémentaires qui s'ajoutent ? Est-ce que c'est des demandes qui s'accélèrent aussi ? Avec le fait, en plus, que les clients se parlent entre eux, qui vont potentiellement avoir des nouvelles idées. Après, c'est super pour la solution. Ouais. Pour répondre à ta question, ça va vraiment dépendre du persona aussi d'utilisation de la plateforme. Okay. On a des clients qui se satisfont vraiment de répondre aux pain, comme des clients qui ont toujours besoin d'aller plus loin. Là, c'est compliqué de te dire en pourcentage, ok, bon, on va... À partir du moment, pour moi, l'indicateur, c'est effectivement le client qui te demande rien, il faut quand même aller chercher, parce qu'un client qui ne parle pas, vaut mieux un client qui se plaigne qu'un client qui ne parle pas. Un client qui ne parle pas, ça sent... Ouais, soit il est super content, ouais. Mais il faut le savoir. Soit il est en train de faire un quitting tranquille. Donc, c'est pas... Des fois, tu vas aller chercher et tu parlais... c'est vrai que j'ai oublié quelque chose et je vais me faire disputer par l'équipe produit. On a parlé justement de l'onboarding, on a parlé des moments de run avec... donc en run, je vais un peu plus loin, tu vas avoir des personnes qui vont faire pour certains clients des business reviews. Okay. Donc là, c'est aussi très riche en termes de retour. Ouais.
Et après, tu vas aussi avoir la discovery. Ça, les Fait par le- business reviews, vous les faites avec tous vos clients ou des clients spécifiques Non, ça va être très spécifique Ok. sur la business review. Et, et après, tu as la discovery produit. Ouais. Et donc là, c'est vraiment l'équipe produit qui va aller challenger la feature qu'ils ont décidé, qui va aller challenger, ok, bon voilà, nous on est en train de faire telle ou telle refonte, qu'est-ce que vous en pensez? Challenger directement du coup par un de vos clients Ouais, sur par exemple une nouvelle fonctionnalité ou sur une refonte d'une brique que vous avez déjà. tout à fait. Ok. Ou se dire, ok, bon bah en fait on a X input, on doit Ouais. avoir une seule solution. Ok, bah en fait, tu prends ces X input, t'en dérives une solution et tu la crash test par des discovery, etc. Tu prends 5 clients qui ont un besoin qui est à peu près Oui. similaire. Tu leur dis est-ce que ça vous va Ouais. Est-ce que ça vous va ou qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est ça. Et ensuite tu benchmarks et tu regardes qu'est-ce qui répond au Ouais, global. Tu viens quand même avec une preuve de concept. Parce Ouais, que ok. si tu arrives vraiment avec des idées. Le problème des idées, c'est pareil. Hein, l'être humain n'aime pas. Enfin, il y en a qui. Mais il n'aime pas essayer de se projeter. C'est compliqué la projection. Il y en a qui y arrivent très bien. Mais la plupart des êtres humains ils n'aiment pas se projeter. Enfin, clairement, quand j'ai acheté ma maison, je suis arrivé. Ok, c'est bon, il y a des pièces, on est ok, c'est bon. Attends, il n'y a Je rien vais sûrement dedans. pouvoir faire quelque chose avec, mais la projection, je me suis pas dit waouh, ben là je vais mettre ça, je vais mettre ça. Il y a des personnes qui le font très bien. Hein. Ouais, ok. Et, mais c'est pareil dans le business. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne, j'arrive, ok, bon en fait, nous on pense faire ça, ça ferait comme ça, mais tu vas dire, oh ouais, ça a l'air génial, mais en fait, si tu lui arrives et tu as pas on va dire une maquette, un storyboard qui explique vraiment bah, ça va se passer comme ça, ou alors un POC. Sur un POC, les gens vont pouvoir te dire mais non, en fait, là, c'est pas du tout ce que je veux, ou j'arrive pas à me dire que ça va répondre à mon besoin. Voilà. C'est comme si on te faisait, si tu achètes une cuisine, on te dit bon, bah, en fait, on mettra un meuble là, et là et là. C'est compliqué, alors que si tu as un rendu 3D, bon, bah, en fait, tu sais si ça va te. Et encore le rendu 3D, moi, c'est encore compliqué de me mettre dedans, mais au moins, j'ai une. Il faut qu'on te montre quelque chose, il faut qu'on te montre une solution qui soit. Enfin, on parle de MVP, mais viable, quoi, pour le client. Pour qu'il arrive assez à se projeter sur une utilisation qui va être quotidienne. Oui. Et, et puis qu'ils se disent, en fait, ça va être simple pour moi. Parce que une discovery, si tu arrives et que tu fais co-construire trop ton client, déjà tu lui prends du temps sur lequel il ne fait pas de business. Ouais. Alors, c'est très gentil et j'en remercie mes clients qui y participent. Mais derrière, si tu n'as pas quelque chose à lui montrer, en fait, tu lui fais un peu perdre de temps parce que tu lui demandes de réfléchir sur une feature, alors que lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est est-ce que la feature va répondre à mon besoin. Il n'a pas besoin de la co-créer avec toi. Il la co-crée par ses remarques, par ses ajouts, mais pas par je vais te dire comment ça doit fonctionner. Ok. Et aussi parce que tu vas avoir aussi un côté très humain de se dire mais ça doit marcher comme ça parce que j'ai décidé que ça doit marcher comme ça. Et parfois, la solution qu'on peut apporter, elle est encore mieux que le besoin initial du client. Et ça arrive régulièrement que tu as un besoin et qu'on leur dise bon bah en fait si tu fais comme ça sera beaucoup plus simple et ça peut t'amener ça en plus. Ok. Ouais, c'est vraiment... C'est drôle parce que quand on parle de co-construction, souvent, tu vois, tu t'imagines un projet, mais c'est vrai que le feedback client, il peut être déjà à la base de cette co-construction, juste de, bon bah en fait ça fonctionne pas, ça marche bien, ça marche pas, t'as un appel avec la personne, t'as une personne chef de projet qui écoute derrière, qui la transmet au produit, et puis ça fait une boucle qui est qui aide le produit à s'améliorer. Est-ce que tu vois d'autres éléments, par exemple des compétences des chefs de projet, ça peut être l'écoute, ça peut être tu vois une communication active, ça peut être des emails avec des évolutions de produits qui font qu'aujourd'hui ces améliorations tu peux les faire plus rapidement. Faire plus rapidement ou plus justement. Ouais, plus justement. J'ai envie de dire plus justement. Parce que faire plus rapidement,
j'en ai pas parlé rapidement, mais moi je suis issu d'une formation d'ingénieur. Ok. Et on m'a toujours dit, si un enfant naît en 9 mois, si tu mets 9 femmes, il va pas mettre un mois. Voilà. En fait, on va dire que la rapidité, c'est... Alors oui, tu dois être rapide sur certains sujets. Il y a des sujets où c'est un no-brainer, il faut que tu fasses hyper rapidement. Ouais. Par contre, la rapidité peut être l'ennemi vraiment de la qualité. C'est aussi possible. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'IA, mais je pourrais déjà y rentrer sur le côté vibe coding, qui est une très bonne chose. Vibe coding est une très bonne chose qui permet de délivrer du proof of concept hyper rapidement, mais qui, sur des utilisations à grande échelle comme le nôtre, n'est pas encore prêt vraiment à partir en production, ce qui est normal. Et donc tu peux aller plus vite sur du POC, mais en fait si tu reviens sur le besoin du client, tu es obligé quand même de challenger, d'échanger avec lui. Okay. Et ça, j'ai un peu de mal à venir zipper la chose parce que du feedback client, ça doit se travailler. Et si tu veux aller plus vite, peut-être faire des meets beaucoup plus moins espacés avec ton client. Mais tu as besoin d'échange, tu as besoin de comprendre ce qu'il a besoin, tu as besoin de savoir vraiment ce qu'il y a dans les tripes. Et ça, c'est de la relation humaine, c'est de la compétence humaine. Tu as besoin aussi d'une... et ça, c'est des personnes différentes qui le font chez nous, mais tu vas avoir un axe très relationnel et un axe très analytique. En fait, il faut croiser les deux, il faut avoir des bons process pour le mettre, potentiellement des bons outils de retour du client en termes de CX, mais là, pour le coup, avoir les bons outils, je pense que Fidior est un peu... voilà, ils sont meilleurs que moi pour aussi avoir ces retours clients, etc. Mais nous, on est vraiment dans l'accompagnement humain, vraiment comprendre ce dont a besoin le client, et toujours avoir ce regard un peu de challenge. Et ce qui est aussi hyper important, c'est que ton client, c'est aussi bien d'avoir, quand c'est possible, parce que des fois ce n'est pas possible, parce que tu n'as qu'un user au début, ou tu n'as qu'une personne qui va utiliser l'outil au début au niveau de l'opération, mais d'avoir aussi plusieurs points d'entrée chez ton client dans le run. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne sais pas dans quel mindset va être la personne. Si c'est une personne qui est un collaborateur d'une entreprise, tu ne sais pas si à l'instant T, il n'est pas focus sur un autre sujet sur lequel il pense qu'à ça, et quand tu arrives, tu fais ta discovery. L'autre personne est en train de lire son mail parce que en fait elle a un coup de pression. T'as la maturité aussi, j'imagine, enfin on t'en parlait tout à l'heure, mais ouais, la maturité, après je pense que la maturité, ça a ses bons côtés, mais je reviens un peu sur le côté entre pain et dream. La maturité, des fois ça peut juste être des mini-ajustements, tu rentres dans le micro en fait, et tu as du mal à en sortir vraiment. Ok, c'est quoi ton next step principal, toi en tant que client, où est-ce que tu veux aller, où est-ce qu'on peut aller avec toi, où on va t'emmener. Ok. Et t'en parlais tout à l'heure aussi, du coup il y a une notion vraiment d'écoute, une notion d'humain qui est proche de vous, proche du client, et peut-être une notion aussi d'ouverture. Quand tu disais, vous faites des salons, vous rencontrez vos clients aussi en physique, et c'est le micro. Ouais. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que tu regardes, l'ouverture des personnes qui bossent chez Origami par rapport aux end-users? Ça fait partie de l'ADN, et je pense que ça fait partie de l'ADN quand tu... Si on doit, j'ai envie de dire, découper l'économie en deux parties, soit t'es vendeur de produits, soit t'es vendeur de services. Okay. Si tu regardes l'étymologie du service, c'est que tu rends service à quelqu'un. Forcément, tu dois être dans le service, être dans l'échange. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit toujours en mode yes man, mais tu dois avoir une écoute, tu dois avoir une ouverture qui est hyper importante. Et à l'inverse, tu dois également parfois dire non. Ouais. Et c'est une forme d'ouverture de dire non. Il faut être en mode wingman. C'est ça. T'es pas un yes man, t'es un wingman. Ouais, okay. C'est exactement ça, parce que en fait, le non, parfois, permet aussi de dérouiller des relations. Voilà, si tu dis oui tout le temps... En fait, si tu es toujours dans le oui, plus tu dis oui,
plus le premier nom est compliqué à encaisser. Donc voilà, c'est pour ça que les enfants, je pense que le premier mot qu'ils disent après maman, papa, c'est non. Donc, mais c'est normal parce qu'en fait, il faut aussi parfois dire que voilà, le nom, parce que cette feature-là, c'est soit on va pas avoir le time, soit si on fait un ratio très simple de ce que ça va t'apporter par rapport au coût de développement. Ça dessert. Enfin, ça dessert personne. Ça va te desservir, ça va amener de la complexité pour tes clients. Ça aussi, c'est un point important, c'est que il y a eu toute cette mouvance pendant un moment, la complexité de l'utilisation du web avec enfin, on était sur des sapins de Noël où là, on arrive sur un web beaucoup plus sobre. Mais il y a encore beaucoup de demandes qui sont tiens, j'aimerais bien qu'à ce moment-là, dans le panier, on fasse ça, ça et ça. Des fois, j'ai envie de dire aux clients, mais regardez le site qui fait le plus de ventes au monde qui s'appelle Amazon. Ils n'ont pas forcément. On n'est pas sur, on n'est pas sur quelque chose d'hyper léché en termes. C'est très simple. Hein. Tu arrives, tu as besoin d'un produit. Tu as accès à ton produit direct. J'aimerais bien faire une fois un sondage sur le nombre de personnes qui regardent les catégories d'Amazon. Je pense que c'est très peu. Quand j'ai posé la question, c'est marrant, j'ai toujours rêvé de poser la question à quelqu'un qui m'interviewe. Quand tu vas sur Amazon, c'est quoi la première chose que tu fais? Souvent, j'ai une idée précise de ce que je recherche. Et du coup, je fais barre de recherche, recherche produit. Et je suis même sûr que tu fais sur Google avant. Ouais, et que tu cherches, et je pense même que tu recherches le nom du produit, tu tapes Amazon à côté. Et tu arrives directement sur et après tu fais ajouter au panier. Ça dépend peut-être que tu vas aller dans les produits. Ouais, c'est possible. Mais soit c'est un produit, tu vois, où je sais, par exemple, une table, ça peut être acheté sur Le Bon Coin. Ouais. Bah, du coup, je fais la même chose, mais je tape Le Bon Coin. Soit si c'est un petit produit, là, récemment, j'ai acheté une pompe pour gonfler un matelas. Bah, j'ai mis pompe, gonflage, matelas, Amazon, quoi. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est que en fait, Amazon, tu arrives, tu as un besoin. Tu l'as dit, tu commences par la barre de recherche et c'est vraiment ça en fait. Amazon est très sur la recherche. Alors après, tout ce qui est élément de cross-selling, etc. Et ça, je suis complètement d'accord. Ouais. Mais les pages catégories avec vraiment les gens n'ont plus le temps en fait. Ils veulent un produit, ils le veulent tout de suite. Enfin, les vitrines, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que voilà, pour un client quand je dis dire non, c'est arrêtez peut-être de vous focus, alors peut-être pour des niches, mais arrêtez de vous focus sur le pixel perfect. Ouais, ok. T'as une barre de recherche, elle répond à ton besoin, tu peux facilement trouver ton produit. Déjà, t'as rempli 60-70% de la promesse, et après tu peux aller plus loin sur de la recommandation au niveau du client, et tu vois sur Amazon, si je te montre ma homepage Amazon et la tienne, elles sont complètement différentes. Ouais, ok. Parce que j'achète pas de pompe. Mais il faut que la barre de recherche soit aussi hyper pertinente. Amazon, ils sont hyper bons là-dedans. Bien sûr. Ils vont te montrer le premier produit, ça va être le produit qui est moyen de gamme, pas trop cher, accessible, et en plus, tu vois, genre bonnes reviews, etc. Donc un produit qui est bien utilisé. Comment tu traites quand tu as, je sais pas, genre 10 000 références produits et que tu dois faire une recherche? C'est un challenge auquel vous êtes confronté ou pas? Bien sûr, et en plus, ça va dépendre aussi de la volonté de l'opérateur. Ok. Là, pour le coup, déjà, je peux pas balancer aussi les règles de mes opérateurs. Mais de toute façon, elles sont expliquées normalement comment tu tries, etc. Tu vois, par exemple, Amazon font quand même du sponsoring. Tu vois un annonce sponsorisé. Ouais, bien sûr. Tu vas avoir le choix d'Amazon. C'est souvent le... Et voilà, tu vas prendre plusieurs critères en compte. Tu vas prendre effectivement le sponsoring. Les gens doivent vivre. Hein. Tu vas voir le sponsoring, tu vas voir les avis clients, tu vas voir des choses comme ça. Mais un peu le côté fioriture, hyper design, hyper léché. Alors c'est important. Tu vois, typiquement, je pense que si tu arrivais sur le... Si les boîtes du groupe LVMH ou d'autres dans le luxe avaient un site qui ressemblait à Amazon, bon... On se poserait peut-être des questions. Voilà, il y aura un problème parce que tu attends quand même quelque chose d'hyper important. Ouais, bien sûr. Par contre, effectivement, si tu es sur de la recherche très de besoin, en fait, tu dois répondre à ce besoin. Ok, j'ai besoin de ça à l'instant T. Bon, voilà, donc c'est pour ça que on était sur le non, savoir dire non. Savoir dire non des fois sur ok, moi il me faudrait PSL perfect parce que je veux que mes catégories X, alors ça on travaille avec des intégrateurs, hein.
on a des agences qui font le web design. Ok. Mais des fois, ça prend beaucoup de temps, alors qu'in fine, on pourrait se dire, ok, bon, on va peut-être plutôt booster la recherche, ou déjà peut-être lancer ton MVP et d'aller chercher justement les comportements utilisateurs. Ça ferait gagner du temps à certains projets. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je reviens dessus, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que ça te sert aujourd'hui? Comment tu vois l'arrivée de cette brique, si c'est une brique pour toi? Est-ce que vous avez déjà traité avec des demandes, j'imagine, autour de l'IA et par exemple, on parle de moteur de recherche. Aujourd'hui, je crois qu'Amazon il base aussi son type de recherche par ça, en partie. Comment ça se passe chez vous? Ouais, on va plutôt parler justement d'IA, mais dans le côté génératif, ce qu'on connaît tous. Oui, l'IA est utilisée dans l'entreprise. Pour ce qu'elle sait faire, c'est justement répondre aux inputs, savoir potentiellement challenger du code, faire du code très utilitaire, des choses comme ça. Enfin, c'est utilisé de façon assez wide. Après, voilà, j'ai une vision. Je vais pas être très évangéliste de se dire, ok, bon, en fait, demain, ça résout tous nos problèmes. Ça résout tous nos problèmes. Oui, bah, peut-être, hein, mais pas avec la générative, avec d'autres choses, hein, clairement, j'en suis quasiment sûr. Mais là, tu vois à l'instant T que l'IA générative commence déjà à être sur certains éléments un peu limités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est basée sur de la connaissance. La génération, c'est des paramètres, hein, si on regarde. Et je pense qu'il y a d'autres podcasteurs qui ont un peu plus deep là-dessus. Mais à partir du moment où est-ce que tu dois ouvrir tes connaissances de façon un peu plus large, tu peux aussi te rendre ton IA un peu plus idiote. Parce que forcément, au début, tu es sur des sources qui sont fiables, sûres et certaines. Et tu commences à l'ouvrir au fur et à mesure et tu arrives sur des forums un peu bizarres. Bah, l'IA, pour se dire, ok, bon là, je vais faire plus confiance. Alors effectivement, tu vas aussi faire du scoring par rapport à ça, mais c'est pas une réponse à tout parce que c'est de l'IA générative et surtout de l'IA générative par rapport à des paramètres. Et se dire ok je vais me baser que là-dessus, tu vois, c'est pareil en ce moment il y a une grosse hype autour de l'achat par IA. Oui. Je sais pas si t'as suivi. Oui, bien sûr, ouais. Ok, je peux comprendre une conversation WhatsApp où tu demandes et en fait t'as un agent qui va te faire ton achat pour toi. Ça c'est ok, ouais. Parce qu'en fait c'est in fine c'est quoi, c'est du clic-bouton rapide. Ouais. En gros c'est t'as mis entre guillemets un Zapier sous stéroïde qui va te faire un achat de panier. Mais tu fais gagner combien de temps à l'humain là-dessus ? Vraiment pas grand-chose. Et puis ensuite t'as pas le contrôle. T'as pas l'option du choix, t'as pas le contrôle. Ouais, tu perds pas mal de choses. Je pense que les personnes qui font la cybersécurité sautent du plafond par rapport à ça. Parce que clairement, où se stocke, comment se fait l'achat ? Alors effectivement, Amazon, tu as tes cartes enregistrées, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même une validation humaine sur le 3D Secure. Donc en fait, si tu lances un agent IA qui doit faire tes achats, typiquement tu te dis, bon voilà, je sors du boulot, je lance mon agent IA qui va m'acheter effectivement mes produits de centrale d'achat. Hop, il arrive, il va faire toute la validation, il a besoin d'un 3D Secure. Tu es dans le métro de Lille, il se fait pas, c'est out. En fait, tu peux avoir beaucoup de choses comme ça en fait. Et j'ai envie de dire, il faut tester les choses sur l'IA, c'est hyper important. Nous, on l'utilise au quotidien. Ouais. Pour nos clients, on va se baser plutôt avec des partenaires qui ont beaucoup de personnes qui vont être vraiment pure IA. Enfin, tu peux pas être bon partout, ou alors t'as une entreprise qui est démentielle. Mais par contre, si t'as des bons partenaires qui vont permettre d'avoir un modèle qui soit bien entraîné autour de tes besoins, parce que clairement, en fait, si tu te bases que sur des modèles qui sont du marché, ils sont entraînés avec les paramètres que l'entreprise a décidé, l'entreprise mère, donc OpenAI, Anthropic, etc. Donc nous, on va se baser sur des partenaires qui vont entraîner des modèles par rapport aux besoins du client. Okay.
Mais encore une fois, il faut que le besoin soit réel, qu'il y ait un vrai besoin par rapport à ça. Ça peut être hyper intéressant, par exemple, sur du merchandising. Ça peut être, je crois beaucoup à l'automatisation des tâches, clairement. Et c'est ça qui est assez marrant. Je préfère faire un pas de côté, mais ça fait 10 ans qu'on utilise Zapier, etc. Mais maintenant, tout le monde découvre N8N maintenant avec l'IA. Ouais. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et pourquoi ? Parce que l'IA, ça permet d'automatiser les choses, ça permet de faciliter, par exemple, de la traduction de contenu, ça va permettre de faciliter tes recherches Google, parce que tes agents vont pouvoir faire la recherche en mettant toutes les dérivations, les synonymes, tout ça, et ça va aller super vite. Ça, c'est hyper canon pour son besoin de génératif. Par contre, de là à ce que ça remplace l'humain sur toutes les interactions, je pense qu'on n'y est pas encore. On a encore un peu de temps, et robot. Mais voilà, je suis convaincu que l'IA, c'est game changer. Ouais. Mais qu'elle soit aussi utilisée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle permet de faire. Je pense que tu as utilisé... Enfin, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des SaaS que j'utilise régulièrement. J'ai failli les arrêter depuis qu'ils ont mis des chatbots IA, qui sont juste un enfer sur Terre. C'est-à-dire que clairement, moi, maintenant, je suis à 2 doigts d'aller scripter pour trouver la dernière option qui est parler à un conseiller humain. Parce que clairement, toutes les questions... Ouais, bien sûr. Alors, je sais qu'il faut les entraîner. Je suis d'accord qu'il faut les entraîner et que, in fine, nous aussi, nous, par exemple, je te donne un exemple. On utilise en effet l'IA pour le service client. Ouais. Mais pas en réponse directe. C'est-à-dire que tu vas avoir une demande d'un client qui arrive, qui va popper. Elle est analysée par l'IA par rapport à notre base de connaissances et tu vas proposer une réponse. L'IA va proposer une réponse ou un humain propose ? L'IA va proposer une réponse à la personne en charge. En charge du client. Ok. Ouais, tout à fait. Et pas en direct. Ça devient un... C'est un assistant. Ouais, c'est un assistant. C'est un outil. Pour moi, on est dans l'assistant plutôt que dans le faiseur. Ouais, ok. Alors, voilà, les modèles sont de plus en plus améliorés, quoique il y a toujours ce GPT-5 où on n'est pas sûr qu'il soit vraiment amélioré, mais t'as des jugés partis. C'est une belle compilation. Ouais, tout le monde te dit en fait c'est parce que tu sais pas le prompter. Alors oui, mais c'est compliqué parce qu'à la base justement l'IA devait te permettre de pas non plus être enfermé dans ton prompt, mais de pouvoir être un peu plus réactif par rapport à ça. Mais oui, voilà, sur l'IA, pour moi, et tu l'as bien dit, c'est un rôle d'assistant. C'est un très bon assistant. Et qui devienne demain un faiseur. Je pense qu'il y a eu l'exemple il n'y a pas longtemps de Klarna. Je ne sais pas si tu avais suivi l'affaire. Klarna. Klarna qui a décidé de quasiment virer toutes les personnes qui étaient au service client. Parce que c'était l'IA qui remplaçait toutes les interactions. Ouais. Mais ça devient compliqué. Et ils ont eu un churn assez dingue. Mais comment t'expliques que... Enfin, comment t'expliques à ton client que, de 1, on parlait de magie sur la solution Origami, t'en apportes un petit peu. Ouais. Les gens, ils ont l'impression que ça va être magique directement parce que ça va régler tous leurs problèmes. Il faut que tu aies aussi un petit peu, j'imagine, d'éducation par rapport à ton client, que de 1, ça va pas résoudre les problèmes, ça peut même en ajouter. Et de 2, il faut le voir plutôt comme un assistant où on garde la boucle humaine, toujours, pour soit en fait faire les choses mieux, mais on garde exactement la même structure. C'est un combat de tous les jours en fait, aussi d'être dans cette pédagogie que l'IA va pas répondre à toutes les solutions et que si l'IA prend une mauvaise décision, c'est très compliqué de revenir en arrière. Il y aura beaucoup de choses à revoir si l'IA prend une mauvaise décision à un instant X ou Y. Tu vois, c'est un peu comme les rumeurs, hein. Quand une rumeur est lancée, c'est très dur de déconstruire. Quand l'IA a décidé quelque chose, ça va être très, très dur de revenir en arrière. Et du coup, en fait, c'est vraiment dans la pédagogie, tiens, tu veux mettre de l'IA là, pourquoi ? Tu veux mettre de l'IA pour tes chatbots, c'est bien, mais en fait, regarde ce qui s'est passé sur d'autres boîtes. Est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu veux pas plutôt être en assistant et te dire, ok, au bout d'un moment, c'est bon, c'est fair enough, il répond vraiment à 100% des demandes et de façon claire. Tu vois, je t'ai donné l'exemple de Klarna. On sait que c'était un fail monumental. Salesforce vient de faire la même chose, on attend de voir. Et peut-être qu'ils ont raison. Tu vois, peut-être qu'ils ont raison. Et que oui, ils ont réussi à entraîner leur modèle de façon hyper parfaite pour qu'ils répondent
à l'humain. Et là, je changerais mon disque en disant, bon, bah, voilà, c'est bon, on est arrivé à la chose. Mais là, à l'instant T, sur ce que j'ai pu voir, t'as pas eu de révolution game changer, mais par contre, c'est un super assistant. Ça te démultiplie tes forces. Ok. Ouais, il faut garder quand même l'arbitrage autour de ces solutions, quoi. Oui, et puis comme ça, au moins, on a encore quelque chose à faire. Est-ce que tu vois une autre technologie qui est émergente, qui paraît aussi changer un petit peu soit le rôle des marketplaces, soit juste leur image, soit... Je pense qu'il y a... Alors, une autre technologie, non, mais en fait, de plus en plus d'interopérabilité entre les systèmes. Alors, c'est un très gros mot, mais c'est la façon de connecter plusieurs systèmes pour... Donc oui, en fait, je reprends l'IA, tu vois, là-dessus, c'est que ça peut être aussi hyper intéressant, l'IA, sur l'interopérabilité, c'est-à-dire que c'est pas l'IA qui va faire quelque chose, mais que tu vas pouvoir interroger, en fait, ce qui se passe sur ta plateforme. Donc en gros, tu le promptes et dire ok, comment ils sont rangés mes produits, est-ce qu'ils sont bien rangés, des choses comme ça. Donc ça oui, là je te dis en termes de technologie, c'est hyper intéressant. Oui, bah tu vas avoir des choses qui vont, tu vois, par exemple, un des freins sur les marketplaces, c'est le paiement. Dire que le paiement, c'est pas non plus une technologie qui est très nouvelle, hein. Mais qui a encore quelques freins en fait. Tu vois, typiquement sur le B2B, ça va encore beaucoup par virement, des choses comme ça. Enfin, ça achète beaucoup par virement, c'est très compliqué. Tu vois, des virements, ça a toujours été un peu l'enfer pour venir les rapprocher par rapport à une commande. Là, tu as de plus en plus de débats autour de l'euro numérique pour aussi venir faciliter les choses, les stablecoins, etc. Voilà, tu as des usages un peu pour faciliter les paiements, pour enlever beaucoup de friction, mais qui demandent aussi beaucoup de régulation. En fait, c'est vraiment je pense que la techno autour des marketplaces, c'est encore faciliter les usages. Donc, tu prends chaque usage et tu te dis bon, comment je peux le faciliter. L'onboarding des vendeurs, parce qu'un vendeur, quand il doit vendre sur une marketplace, il faut qu'il envoie vraiment limite jusqu'au livret de famille. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, comment tu facilites ces parcours. Voilà, t'as par exemple, j'en ai parlé, la monnaie numérique, donc avec la blockchain, qui est un sujet. On a l'IA, effectivement, qui va changer les choses, forcément, dans son utilisation. En tant que en bien. En tant qu'assistant. C'est ça, et puis après, c'est toujours le game de venir, en fait... pour moi, il y a un point sur lequel... ça changera les choses, c'est vraiment ce que je parlais un peu, cette interopérabilité au service des clients. En fait, c'est de se dire, ok, mais en fait, toi, client, je prends l'exemple des centrales d'achat ou des choses comme ça, toi, client, voilà, tu fais tes achats où, comment tu arrives à tout remettre sur la même plateforme, et après, pour potentiellement mettre une IA, ok, bon, en fait, ton IA, tu arrives dessus, comme sur ChatGPT, tu lui dis, bon, voilà, j'ai besoin d'acheter tel lave-vaisselle, donne-moi les différentes références, fais-moi une analyse croisée, tu vois. Et derrière, effectivement, de mettre un bouton d'achat dessus. Alors, si c'est pas un agent qui fait ton achat directement, why not? Ouais, là, c'est intéressant. Voilà. Mais l'agent qui va faire parce que tu as quand même un côté émotionnel dans l'achat. L'acte d'achat reste quand même quelque chose d'émotionnel. Pas forcément quand tu es acheteur professionnel et que tu dois acheter les papiers toilettes pour tes collabs, mais après tu as quand même beaucoup d'émotionnel autour de l'achat. Et effectivement, cet achat, l'IA n'est pas là pour faire de l'émotion. Elle a une tâche, elle doit y répondre. Elle opère. Donc voilà, donc je pense que voilà, avoir un peu, on va dire, c'est l'IA en tant qu'interface homme-machine, comme on appelait ça à l'époque, ça va devenir intéressant sur ces sujets-là. Voilà, en termes de techno, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à créer. C'est là aussi pour désiloter, hein. Clairement, la techno, elle doit être là pour désiloter, c'est-à-dire que là où avant, je reviens un peu à notre historique, mais là où avant, tu avais des plateformes qui étaient spécialisées dans l'économie circulaire et des plateformes qui sont spécialisées en fait, dans l'achat de neuf, en fait, c'est de venir comme le font, on remet tout sur une seule et même plateforme, voilà, et en fait, t'achètes pour moi, la techno, c'est aussi aller plus vers l'usage. Donc en gros, tu as besoin de quelque chose, tu l'achètes, et en fait, tu sais pas s'il est de seconde main ou autre, mais en fait, il est au bon prix, il est de bonne qualité, bah tu l'achètes, quoi. Ouais. Et il peut être vérifié aussi par soit de l'humain, soit de... par l'IA, voilà. Après, oui, effectivement. Mais en fait, tout ce qui est tâches répétitives, ou est-ce que...
Ou est-ce que si tu es en capacité de décrire à 100% le process en te disant, voilà, moi quand je vais vérifier un produit, je fais tel truc, si j'ai tel résultat, je vais faire ça, je vais faire ça. Si tu es très descriptif dans Oui, ton tu as bien tes process, étapes. Ouais. l'IA le fera et plus rapidement que toi. Mais à partir du moment où est-ce que tu as besoin d'une émotion, un peu le feeling, un peu ce qui nous sépare, ce qui va nous séparer de l'IA, c'est vraiment ce côté émotion, ce côté prise de risque et ce côté feeling. Tu as besoin de l'humain. Tu as besoin de l'humain. Ouais. Si tu devais là partir avec un mot sur, du coup, besoin de l'humain, moi je trouve que c'est déjà une phrase assez importante. Ouais. Si tu devais donner soit un conseil, soit un mot pour clore notre conversation, tu dirais quoi? C'est un peu compliqué, mais ouais. J'imagine que t'as encore plein d'idées pour le futur, de ce que va représenter l'IA, de ce que sera aussi Origami dans, je sais pas, dans 5 à 10 ans. Non, je pense que si on récapitule un peu notre échange, simplement que voilà, le mot de la fin, c'est que un projet digital ne réussit que par l'humain. Enfin, c'est vraiment ça. C'est un peu ce sur quoi on a tourné sur la relation, sur faciliter la relation, sur faciliter les inputs des clients. L'humain est important et derrière l'humain est important, la technologie est au service de l'humain. Tu parlais de capter des signaux. C'est facile pour moi de venir capter des signaux de façon humaine parce que clairement en fonction des clients, tu as des relations, on fait des projets, on a des relations très fortes avec eux. Je suis pas sûr que HubSpot, Salesforce et tout, ils ont des CSM qui le font. Mais là, tu es sur quand même une organisation de dingue pour faire de l'humain vraiment rapproché. Donc derrière, tu t'équipes pour récupérer les signaux faibles. Mais à la fin, c'est l'humain et c'est un peu vraiment ce côté gut. Humain rapproché, je trouve c'est bien comme ça. Ouais. C'est pour ça que l'IA, normalement, c'est l'humain augmenté, quoi. C'est l'intelligence artificielle. Hein. On devrait dans la HA, en fait, t'augmentes l'humain. Tu remplaces pas l'humain. Même s'il y en a qui voudraient remplacer l'humain, et c'est une quête comme une autre, hein, mais le côté émotion, et est-ce que tu pourras un jour, j'ai envie de dire, je ne l'espère pas, pouvoir auto-créer des émotions par l'IA. On verra. C'est suspense. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.